En québécois, une blague, c'est une joke. Genre, la joke que je donne, c'est merci d'être venu. Avant parce qu'on peut faire ça pendant des heures, mais avant peut-être de repartir sur des dimensions peut-être un peu plus de processus, un peu plus concrètes. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, des angoisses existentielles profondes, des désaccords fondamentaux? Moi j'ai une angoisse profonde, c'est-à-dire que je passe mon temps à dire à mes troupes que c'est le breakthrough qui compte, que c'est vraiment l'invention technologique avant tout, et vous venez de me déconstruire complètement, alors évidemment. C'est sa faute, hein, c'est lui. Non, mais on reste pour le breakthrough, mais il n'est pas uniquement technologique, c'est tout. D'accord. Non, c'est très important ça. Moi je crois beaucoup au breakthrough, simplement, c'est pour montrer que le breakthrough n'est pas uniquement technologique. C'est une erreur de croire qu'il est technologique uniquement. C'est très bien, je suis scientifique, j'ai un respect pour la science infini. Simplement, le breakthrough n'est plus aujourd'hui technologique. C'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura des breakthroughs technologiques. Et on en a besoin. Mais réinventer en permanence des voitures ou des choses comme ça, c'est aussi très important. Vous devez savoir, je ne sais pas, que par exemple, dans les principaux fabricants automobiles, c'est sur quoi ils travaillent, le vélo électrique. Non mais sérieusement, c'est secret, ils n'osent pas le dire. Mais Renault, Volkswagen, Mercedes, Audi travaillent aujourd'hui sur, alors, on ne sait même plus si un véhicule électrique qui ressemble plutôt à un vélo. Voilà. Mais ils ne vont pas le dire parce que ce serait... C'est un breakthrough. Il n'est pas uniquement technologique. C'est tout. Peut-être une autre réaction sur le breakthrough. Donc ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille avec Ubisoft à Montréal. Dans l'univers du jeu vidéo, ils ont tous les mêmes technologies. Donc le breakthrough, il ne vient pas de là. Il vient de l'assemblage des potentialités de la technologie avec des contenus, avec une connaissance fine du milieu. C'est pas uniquement la technologie qui peut être le moteur dans ces cas-là. Le breakthrough du iPod ne vient pas de la technologie. Le lecteur MP3 existait avant l'iPod, bien avant. Le breakthrough, il est ailleurs. Il est vraiment dans cet assemblage original qui va impacter les usages, les perceptions et donc l'identité profonde de l'objet. Monsieur ? Est-ce que vous allez aborder les environnements favorables à la créativité, c'est-à-dire les environnements managériaux, culturels, organisationnels? Parce que globalement, ces entreprises-là, vous avez cité des exemples dont on parle, mais ok, je pense là-dedans, par quoi on commence? C'est pas une dimension sur laquelle on se sent beaucoup, parce que le risque là-dessus, c'est de proférer un certain nombre de banalités vertueuses. Si on remonte sur ces environnements favorables à la créativité, bon, il y a un arrière-plan en psychologie, en sciences cognitives, etc. On peut remonter à des gens comme Winnicott ou quelques autres en psychologie. En gestion, on va toujours citer systématiquement Madame Teresa Mavilé de Harvard, mais qui dit des choses. Je dis souvent à la blague avec mes étudiants, Teresa Mavilé, ce qu'elle a fait est formidable, hein, entendez-moi bien, mais republie le même papier tous les ans depuis 20 ans. Parce qu'elle l'a dit très bien, l'environnement favorable à la créativité, c'est un environnement où on va tabler sur la motivation intrinsèque. Donc en gros, plutôt que d'essayer de contraindre les gens de s'intéresser à quelque chose, prenez donc des gens intéressés et puis ils vont s'investir. Donc il y a une question de casting et d'alignement. Ayez des projets intéressants, ça a l'air banal, mais ayez des projets intéressants, ou formatez vos projets pour qu'ils soient intéressants. Faites jouer la créativité et puis des modes d'incitation qui soient autres que des modes d'incitation uniquement économiques. Les fins de l'action, la réputation, le plaisir de l'échange, le plaisir du jeu, sur des modèles d'engagement et de mobilisation qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'émulation que de la compétition à mort. Évidemment, ça va questionner le rôle des environnements et des contextes portés par les gestionnaires. On sait que le gestionnaire doit faire un petit peu le deuil. Hein, on a quand même construit la gestion, même depuis Fayol et avant, hein, sur un modèle où le dirigeant, et puis dans une université catholique, c'est rien de le dire,
était dans un modèle d'omniscience et d'omnipotence. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez ça dans les travaux de Burkhard Sievers en Allemagne depuis une trentaine d'années, etc. Et ce modèle, on le remet évidemment en question. Aujourd'hui, on est dans un modèle où le management est avant toute chose un management de contexte et de support. Donc ça suppose la tolérance à l'erreur, le droit à l'erreur, le centrage sur la réflexivité. On a un de nos collègues, il y a 85 ans maintenant, qui a fait beaucoup d'interventions en gestion. Il dit finalement l'outil le plus puissant du manager, c'est le qu'est-ce que t'en penses. C'est d'être capable de se retourner vers son employé et de dire qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc d'induire finalement des formes de réflexivité qui sont favorables à l'apprentissage. Donc ce sont en fait des banalités vertueuses. L'enjeu, c'est le dire, c'est bien. Le dire, c'est bien. Après, on est encore trop souvent dans des modèles de gestion fondés sur une idée de leadership ou d'autorité qui, par essence, va contre les expressions de la créativité. À Montréal, on le citait ce matin, on a un de nos collègues qui est un des grands chercheurs en gestion, qui s'appelle Henri Winsberg. Henri Winsberg, il y a 2 ou 3 ans, a dit en gestion, nous avons péché par excès de leadership. Notre problème, c'est une définition de leadership où on donne trop de pouvoir et finalement de responsabilité où le leader est à charge. Or, aujourd'hui, un leader, c'est quelqu'un qui retombe idéalement dans les communautés, qui développe. Winsberg, il dit il faut passer au community ship, il faut rééquilibrer le leadership par du community ship. Donc être capable de se ramener au niveau de la communauté, d'intégrer dans cette communauté des voix qui peuvent être dissonantes, divergentes, la question sociale, la question de l'environnement, la question des usages, la question, les designers aujourd'hui parlent des usages extrêmes, on était là encore je vais rendre hommage à Thérèse Lebrun, mais on était à Humanicité hier, quel est l'usage qu'une personne non-voyante peut faire de la vie? Aujourd'hui il faut se poser la question, parce qu'on le fait dans un quartier peut-être privilégié, mais cette question, est-ce qu'on se la pose quand on conçoit une université, quand on conçoit un quartier urbain, quand on conçoit, pourquoi pas, une salle de spectacle, etc. etc. Donc c'est vraiment cette réintroduction de la diversité qui, aujourd'hui, doit être portée hein, par le leadership, le management et ses formes d'autorité. Je ne sais pas si ça répond, mais... Je me pose toujours la question, la créativité c'est un peu la dissonance aussi, c'est la capacité à sortir du cadre. Dans le cadre, c'est l'organisation. Donc, quelque part, c'est l'organisation qui conduit sa propre capacité à être dissonant et à... Alors le grand paradoxe, c'est ça. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de designer des organisations qui vont porter en elles-mêmes, c'est presque marxiste, faites attention, le germe de leur propre destruction. Quasiment ce que Louis Etienne nous a dit lundi matin. Et dans les faits, on en est là. On en est là. Ce que dit Gary Hamel là, dans son ouvrage La fin du management, paru en français en 2009, en anglais en 2008, c'est de dire aujourd'hui, il faut qu'une organisation, si on dit organisation, on pourrait remonter à Chester Barnard, Chester Barnard qui est un des grands théoriciens en gestion, il dit ce qu'on a oublié de l'organisation, c'est le côté organique de l'organisation. Et donc on sait, il existe des modèles dans la nature, dans la société, qui sont des modèles qui sont questionnants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de borne, qu'il n'y a pas de limite, mais qu'il faut faire jouer les porosités, les perméabilités, et ce genre de choses. Quand on parle d'innovation ouverte aujourd'hui, l'enjeu il est là. Ce n'est pas juste un modèle de développement de produits, l'innovation ouverte. Il faut que ça soit un état d'esprit organisé. Pour revenir à Gary Hamel, il y a une vidéo que vous allez accéder tous, qui dure 5 minutes. Sur YouTube. Oui, sur YouTube. Et il raconte une histoire très simple. Il dit imaginez un grand PDG d'une grande boîte américaine qui soit endormi comme la Belle au bois dormant. Il y a à peu près 50 ans qu'il se réveille aujourd'hui. Et il rentre dans son entreprise et puis il voit des robots partout, des ordinateurs, il voit des choses absolument incroyables partout, génie génétique. Et puis il finit par comprendre que la seule chose qui n'a pas changé, c'est ce que Gary Hamel, la technologie du management. Il y a toujours un grand chef qui donne des ordres de petits chefs, qui donne les mêmes ordres de petits chefs, etc. Et donc il est suprême. Alors c'est magnifique, c'est éblouissant. En plus c'est un grand man qui le fait très très bien. Mais c'est une très belle histoire, et c'est une histoire qui est assez vraie. C'est-à-dire que tout a changé. C'est ça de dire ça, tout a changé, sauf justement la manière de manager.
pour rebondir sur ce commentaire, quand Gary Hamel dit le management est une technologie sociale obsolète, lui, ce qu'il voit émerger, c'est la nécessité de réinventer des technologies sociales, créatives et collaboratives. D'où aussi notre intérêt pour ces modes de fonctionnement du co-design. Là encore, c'est des choses qu'on comprend en les faisant. Hein. Donc il y a un enjeu aussi de réflexivité, de recherche, d'expérimentation autour de ces nouvelles formes, parce que si on les maîtrisait véritablement, d'une part, on ne serait pas là, et puis on n'en serait pas là, si vous permettez l'expression. On revient peut-être à la question sur la science. On a un de nos partenaires à Mosaïque qui s'appelle l'IREC. L'IREC, c'est en fait l'Institut de recherche, avec beaucoup de chercheurs, de Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est une énorme puissance, c'est EDF québécois. Et donc l'IREC, c'est une structure de recherche, et qui gère sa recherche de manière très rigoureuse, mais qui s'est aperçu qu'à force de gérer sa recherche de manière très rigoureuse, ils ont laissé passer plein d'idées. Ils ont passé les moteurs roues, beaucoup de choses en fait sur le véhicule électrique avaient été inventées à l'IREC, puis ça n'a pas passé le ROI, je ne sais pas quoi, et l'idée a été abandonnée. Ils ont abandonné plein d'idées. Et leur problème aujourd'hui, c'est de reprendre complètement leur organisation de recherche sur le thème de la gestion des idées. Comment faire en sorte de non seulement faire émerger de bonnes idées, mais de les garder, de les épaissir, de les enrichir, de les coupler avec des processus d'innovation. Les personnes de l'IREC avec lesquelles on travaille ont écrit des articles extraordinaires sur en fait quelque chose qui nous est très cher. Aujourd'hui, ils gèrent à la fois des processus d'idéation et des processus d'innovation, puis ils couplent les deux. Et donc le scientifique n'est pas mort d'ici. Le scientifique, bien sûr, est aujourd'hui en permanence en interaction avec le manager, les gens qui gèrent les processus d'innovation, les artistes, les gens qui sont des architectes, etc. Et c'est une énorme révolution dans la manière de faire la recherche. Donc là, les techniques de management ne touchent pas uniquement les organisations bien calibrées, elles touchent aussi les centres de recherche. Est-ce que vous avez d'autres? On peut continuer sur les questions, c'est en fait beaucoup plus agréable. Une question, c'était, vous n'avez pas évoqué les notions de durée, de contrainte dans le temps. Alors pour quelque chose comme la Heinlein, ça peut se faire tout seul, etc. Mais pour une entreprise qui décide de faire évoluer son modèle, est-ce qu'il y a des étapes nécessaires, contraintes? Est-ce qu'il faut laisser du temps au temps? Et quelle est globalement, est-ce qu'il y a des lois en termes de durée d'évolution du process? Je vais répondre de façon un peu oblique. Ça fait 3 jours qu'on est là, ça a été intense, donc mettez ça sur le compte de la fatigue. Mais j'évoquais Marx un peu plus tôt, là je vais évoquer Trotsky. Parce que le modèle aujourd'hui, qui est quand même notre défi premier, c'est ce modèle de la révolution permanente. Alors est-ce qu'on est capable de mettre en scène dans une organisation cette révolution permanente? Alors c'est très délicat. Est-ce qu'on est capable d'avoir des structures qui sont à la fois dures, parce qu'il faut qu'elles génèrent des livrables, mais qui en même temps vont être des structures souples et des structures d'apprentissage? Je vais y revenir dans un instant. Sur le rapport au temps, un exemple que j'aime beaucoup, ça fait 15 ans que j'ai les mains, les pieds et le reste dedans, c'est cette histoire d'Ubisoft qui dit récemment qu'il y avait un gros blockbuster qui devait sortir avant Noël, il s'appelle Watch Dogs, on aime ou on n'aime pas, la question n'est pas là, et qui décide de ne pas sortir ce jeu parce que ce jeu, il n'est pas suffisamment poli, il n'est pas suffisamment peaufiné, il n'est pas suffisamment fini. Et le commentaire de Yanis Mala, qui est président à Montréal, du studio d'Ubisoft à Montréal, qui est techniquement le plus gros de développement de jeux au monde, c'est de dire nous sommes responsables du niveau de qualité de nos produits, du niveau, et donc c'est à nous, c'est une des responsabilités du gestionnaire de dire quand le produit est suffisamment bon. Pourquoi? Parce que vous avez cette autonomie sur le rapport au temps. Par contre, si vous sortez un jeu qui est truffé de bugs, alors là, il va vous poursuivre jusqu'à la fin de vos jours. En prenant cette décision, l'action d'Ubisoft a chuté de 25%. Elle est cotée à Paris, 25%. Mais si vous faites le choix de sortir un jeu truffé de bugs avant Noël, elle va peut-être pas chuter de 25% tout de suite, mais dans le long terme, vous allez effectivement avoir des soucis. Donc, il y avait une slide qu'on présente d'habitude et puis qu'on n'a pas là, mais je vais essayer de dessiner, je suis très mauvais, un truc que je n'ai pas appris à l'école, c'est écrire comme il faut. Dans le commentaire que Patrick faisait sur l'IREX, ce qu'on constate, c'est que les entreprises, elles ont géré pendant longtemps des projets dans des modes qui sont des modes de stage gate, hein, où on part d'une idée, et puis on la fait grandir, et puis à un moment on a un proto,
puis à la fin, miracle, on a un produit. Et puis l'IREC fait ça en recherche. Départ part d'une préoccupation qui arrive au fond à un article publié. Le constat qu'ils font, c'est quand on gère en parallèle plein de petits projets comme ça, ben on est foncièrement sous-optimal. Donc le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui se crée quasiment en permanence vertical entre les différents projets, et puis de s'assurer que ce qui se passe à l'intérieur du projet, qui n'est pas forcément incarné dans le produit, soit finalement accumulé dans une espèce de répertoire de connaissances qui, au fond, devient une forme de capital. Alors, dans les constats qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça, c'est ce qu'on appelait traditionnellement la gestion d'innovation. Là, vous avez un espace qui est une espèce d'espace de gestion des idées dans lequel les organisations, les entreprises sont finalement assez maladroites, où elles commencent à s'approprier ces choses-là, puis on est heureux d'avoir des partenaires comme l'IREC, comme Ubisoft, etc., qui génèrent ça. Et ce qui est à gérer aussi, c'est cet espace un peu intermédiaire d'activation, à la fois d'accumulation des connaissances et d'activation des idées pour les faire retomber dans des processus qui vont être générateurs de valeur. Oui, et juste si vous ne faites pas ça, le problème de l'IREC, c'est que le modèle classique, là, stage gate, fait en sorte qu'effectivement, vous avez une phase ici où vous avez généré le plus d'idées possible, puis en fait, vous allez en choisir un certain nombre qui vont rentrer dans le processus. Mais les autres, normalement, avant, on les jetait. Donc, en termes scientifiques, c'est un gâchis. C'est un gâchis énorme. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas la possibilité aux idées qui ne passaient pas les ROI, StageGate, tout ce qu'on peut imaginer, de poursuivre leur vie. D'où le problème de l'IREC, être à l'origine de tas d'inventions dans le véhicule électrique, par exemple, et d'avoir zéro application parce qu'aucune n'avait passé les critères classiques de gestion. Et donc, on abandonne des idées. C'était un drame de sélection d'idées mortes. D'où, évidemment, cette réflexion que fait aujourd'hui l'IREC, qui nous inspire énormément, sur laquelle on écrit avec eux des articles, qui est qu'une entreprise doit gérer à la fois, évidemment, ses processus d'innovation de manière terriblement rigoureuse, mais en même temps, son processus d'idéation et de gestion d'idées, où on donne la chance à des idées, peut-être pas toutes, mais en tout cas à des idées, de poursuivre leur vie cognitive, de s'investir, d'interagir, d'être mieux, de ne pas les laisser partir à l'idée. Et donc, en fait, l'IREC dit on gère 3 processus simultanément, un processus d'idéation, un processus d'innovation, et ce qui assure la cohésion entre les deux, c'est un processus de gestion des connaissances. Idées, connaissances et produits sont gérés de manière articulée, simultanée. Et c'est évidemment, ils en sortent quelque chose de très important. Waouh, on peut garder enfin des idées, l'épanouir, etc., les développer et l'avancer sans passer par... Ce qui veut dire qu'ici, les modes de gestion ne sont surtout pas ceux appliqués habituellement dans l'univers du gestionnaire classique. Ce que vous avancez, là, je comprends bien les 3 modes de gestion. Ce que je ne vois pas, je n'arrive pas à voir, c'est le lien entre les 3. C'est-à-dire que comment l'idéation va retomber à un moment donné à partir du moment où on va. Et là, ça retombe dans le processus qui va permettre l'innovation. Notre point, c'est là, vous avez au fond un potentiel. C'est effectivement ce que les organisations ne savent pas très bien faire. Donc, ce potentiel, il faut l'activer. Il faut gérer consciemment les idées. Ça veut dire quoi? Mettre en place, pourquoi pas, une activité de co-design, replonger régulièrement dans ce qu'on a déjà fait. Il y a eu un constat il y a quelques années, c'était Sloan, la Sloan School of Management, qui faisait le constat que sur les entreprises des plus innovantes dans le Fortune 500 ou je ne sais pas quoi, c'était celles qui mettaient le plus l'accent sur leur histoire et ce qu'on appelle leur ADN. Et qui se rappelaient de, tiens, à telle époque, on a fait ça, on pourrait peut-être le recycler là-dedans, etc. Notre point, c'est de dire qu'il y a là des activités de gestion à mettre en place. Que savons-nous? D'où venons-nous? On pourrait réintroduire ici la logique de l'innovation ouverte. Le reste du monde, c'est aussi souvent ici qu'on va aller chercher. De quoi on s'inspire, de qui on s'inspire, est-ce qu'il faut trouver aujourd'hui, ce sont des modes d'activation de ces idées qui finalement, par des processus de gestion des connaissances, je vais laisser Patrick commenter sur la gestion des connaissances, redeviennent la source première des projets. Juste
un exemple qui est très simple, auquel on travaille pas mal, qui est un du dispositif de gestion de connaissances, c'est la décomposition de l'entreprise dans différentes communautés professionnelles. Je prends l'exemple d'Ubisoft. À Ubisoft, il y a une communauté très très importante, ce sont les game designers, les gens qui dessinent les jeux. C'est une communauté, c'est une véritable communauté, c'est pas tous, ils discutent tout le temps ensemble. Un game designer, dans son activité quotidienne, il va certainement gérer un processus d'innovation, gérer un produit, mais en même temps, avec ses collègues, il fait de l'exploration, il se voit le soir dans les cafés, à Montréal, il va à la salle, etc., discuter, voir d'autres communautés, et il génère les jeux vidéo futurs, la pensée des jeux vidéo futurs. Ils font donc à la fois de manière absolument simultanée dans la journée, des activités d'exploration et des activités d'exploitation, les deux. Ce type de communauté gère les deux ensemble en même temps, avec d'ailleurs des modes de gestion qui sont très différents. Dans les idées, ce qui est important, c'est la réputation. Et le mécanisme de réputation est très important. Ici, c'est des mécanismes absolument classiques, éventuellement de stock option, de tout ce qu'on peut imaginer. On a un pied dans l'un et un pied dans l'autre, dans ces entreprises, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y aura, mais ce n'est pas uniquement les entreprises créatives qui font ça. Si vous prenez une British Petroleum, c'est exactement ce qu'ils font. Un pied dans les processus et un pied dans l'idéation, quand vous êtes à l'embauche. Et donc, dans les modes de gestion de connaissances qui articulent le monde des idées et le monde de l'innovation, la notion de communauté est extrêmement importante. Elle va évidemment libérer de l'énergie hiérarchique, qui sinon va devoir accumuler tout ça par des dispositifs style modularité, plateforme cognitive, etc. Les communautés allègent considérablement et entretiennent ces deux mouvements. Ensuite, comment on passe... Alors, ce qui est important, c'est que dans l'activité quotidienne jour au jour, il y a plein d'idées qui remontent. Surtout s'il y en a plusieurs game designers, un travaille ici, d'autres travaillent ici, d'autres travaillent ici. Ils vont pouvoir enrichir leur processus, évidemment, de manière mutuelle. Ici, on est typiquement dans le monde du projet. Là, on est dans le monde des idées qui sont à mûrir. Donc, le défi aussi, du point de vue des processus de gestion, c'est de faire jouer ces idées-là, de se garder régulièrement des temps, des moments, des espaces pour revenir à ce potentiel d'idées et les faire jouer ensemble, littéralement. Ça peut être des concours internes, ça peut être peu importe, mais on voit des entreprises en train littéralement d'inventer des nouvelles formes de gestion pour aller piocher dans ce capital-là. Juste un exemple, une illustration qui est aussi probablement assez connue, mais des sources d'innovation de Google. Vous prenez Google Earth, vous prenez Gmail et plusieurs autres des produits phares de Google, ce sont des produits qui émergent précisément ici, précisément dans le travail des communautés qui s'entrecroisent, qui vont piger dans des répertoires d'idées, puis qui reviennent à un moment dans la hiérarchie en disant « Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Alors on a des vieux modèles dans l'analyse industrielle, on en parlait, je ne sais plus, ce matin, modèle de la perruque, etc., dans les entreprises manufacturières, qui étaient souvent individuelles. Bon, ben là, ce sont les communautés qui jouent ce rôle de bootleg et qui viennent alimenter véritablement les processus innovants. Ce qui suppose aussi que le management soit un peu malin et un peu à l'écoute. Et qu'il laisse, au fond, parler de dissidence ou de délinquance, qu'il laisse aussi des espaces qui sont des espaces un peu de contrebande à l'intérieur de l'organisation. Une question quand on regarde le modèle StageGate et tous les travaux de Cooper, et ce qui fait que ça s'est bien implanté dans les grands groupes, c'est parce que ça répond à une préoccupation qui est celle de l'allocation de ressources. Ça rassure le gestionnaire sur le fait que ces ressources sont finies et qu'il va pouvoir espérer en faire une allocation optimale. Est-ce que ça veut dire que les idées sont des ressources renouvelables ou d'une nature tellement différente qu'il n'y a pas besoin d'en gérer l'allocation? Il y a un autre univers qui est l'univers de la création de ressources. Il y a deux visions de la firme. La première vision, c'est une vision très, très classique, qui est la firme vue comme un mécanisme d'allocation de ressources rares. On alloue du travail et du capital. Puis il y a une deuxième version de la firme, qui est de l'entreprise, qui est née avec ce qu'on appelle la théorie évolutionniste, la théorie des compétences, etc., qui voit la firme essentiellement comme un mécanisme de création de ressources. Où évidemment l'allocation de ressources n'est pas abandonnée, mais elle devient, comment dire, on suppose qu'elle est acquise ou qu'elle est secondaire, mais ce qui devient très très important, c'est la partie création de ressources. Et là, ce qu'on essaye d'illustrer, c'est la manière dont les firmes essayent de se positionner pour créer leurs ressources. Ce qui ne veut pas dire que, justement, dans les histoires, par exemple, d'Ubisoft, les stage gates sont terribles.
les stage gates sont, je pense, plus stricts que dans d'autres entreprises. En revanche, le processus d'innovation, lui, est libéré. Et c'est ce double mouvement qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un mouvement chez Ubisoft d'allocation de ressources dans le stage gate, terrible, mais d'expression, de création de ressources dans le processus d'innovation qui est très important. Et c'est ce couplage des deux qui est intéressant. Juste un petit commentaire sur ce que tu viens de dire. Ça me frappe tel que tu viens de le formuler. On le voit dans d'autres champs disciplinaires, mais ça montre bien à quel point, quand on a longtemps mis en avant, depuis l'origine des espèces, la partie sélection du mécanisme de l'évolution, c'était laissé de côté ce qui semble être le plus puissant dans ce que tu défends là, enfin dans ce que tu présentes là, tel que tu le présentes et qu'on trouve dans l'état de discipline, c'est-à-dire la variation. Et que si on laisse l'un des pôles de côté, non seulement on laisse tomber le message initial de Darwin, mais de manière générale, on perd la fécondité effectivement du mécanisme de variation et sélection. Et les deux sont coexistants. Tout à fait, ouais. En fait, la question est par rapport à ton exemple de Watchdog, elle est quand même en porte-à-faux avec un peu le discours à la Google de... en fait, l'exemple c'était de Yanis Mana qui refuse de lancer le jeu avec des imperfections, et quand même en porte-à-faux avec le discours un peu à la Google de toujours être en mode bêta, de toujours lancer tôt. Donc, comment... Après, si on ramène les choses sur Terre, il y a aussi des catégories de produits. Moi, la centrale nucléaire en mode bêta ou la 380 en mode bêta, je ne suis pas sûr. Donc, je pense que l'identité de Ubisoft, vraiment son image de marque, c'est la perfection. Je racontais l'histoire des historiens, c'est pas n'importe quoi. Ils voulaient la perfection totale dans les boutons de guêtre de la Révolution, ça se passe pendant la guerre de sécession, qui est aucun historien au monde capable de dire qu'il y a une erreur. Ce qui veut même dire que le standard de perfection, et donc l'image de marque d'Ubisoft, je suppose, c'est pour ça que c'est lié à la décision qui est prise, c'est vendre la perfection. Donc, Watch Dogs, c'était pas bien. Le discours du permanently bêta fonctionne dans l'univers logiciel grand public jusqu'à un certain point. Dans les applications sur ton Android, il n'y a pas mort d'homme. Dans le logiciel du ministère du Budget, on ne préfère pas. Donc, il y a aussi des équilibres à trouver sur d'où vient véritablement la valeur. Sur l'avion, c'est plutôt Boeing qui a testé avec le Dreamliner. Récemment, il est très bien. Aucun commentaire. Moi, j'avais une question que je n'ai pas posée tout à l'heure parce que j'ai eu la réponse en aparté, mais là, tout le temps la perche. On a parlé tout à l'heure société de produits, connaissances, d'idées. Entre deux, il y avait la société de l'information, deuxième étape. Ici, dans ce schéma, où se trouve la gestion de l'information? Ou est-ce qu'elle est visible telle que tu l'as dessinée, ou alors on est toujours axé sur un peu comme les méthodes KCP, c'est-à-dire la connaissance, la création, le produit. Est-ce qu'on est toujours sur ces trois axes-là, ou est-ce qu'il y a aussi l'information qui est importante? La gestion de l'information. C'est gestion de la connaissance et de l'information. Connaissance, c'est par exemple très fortement la connaissance par les communautés. Et gestion de l'information, il y a aussi des plateformes cognitives, par exemple à Ubisoft, des solutions modulaires très informatisées, très information. Donc il y a de l'information. On pourrait dire la connaissance cognitive, la connaissance cognitive. Dans tout le monde de l'open, quand on parle aujourd'hui, que ce soit les ressources, que ce soit aller rechercher des fonds, que ce soit partager des choses, le sharing, on retrouve aussi ce flux. C'est-à-dire que la connaissance, elle a des endroits donnés. Enfin, dans une université, on parle de bibliothèque numérique ou autre. Et donc, à un moment donné, il ne suffit pas qu'il y ait des connaissances à des endroits donnés, il faut aussi qu'il y ait des façons dont ça circule. Je pense que la montée en puissance de tout ce qui est... Alors nous, on appelle ça chez nous intelligence d'affaires. Pas sûr que ce soit intelligent. Mais la montée en puissance de cette nécessité d'analyser, de travailler des données, etc., pour moi, c'est ce qui se passe ici. Les substrats, ils existent. Les substrats, ils existent. Je ne sais pas combien vous recevez de mails par jour. Il y a un moment aussi, il faut les lire, il faut savoir s'ils sont importants, urgents, pertinents, etc. Donc ces plateformes-là, elles existent. On multiplie les formes. Je prends l'exemple d'Ubisoft, on va chercher maintenant des façons d'avoir de l'information qualitative sur le parcours d'un joueur sur une map de jeu, sur une carte de jeu. Mais ça, on a le data. Le data, c'est de l'information. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour l'adaptation de mon design? Ça va être discuté à l'intérieur des collectifs, des communautés, etc. Et à partir de là, on va générer des nouvelles idées. Et le substrat, il est là, il existe.
Maintenant, il faut le travailler. D'autres questions? On voulait parler un petit peu de management. Ben, tout d'abord, on a évoqué un certain nombre de documents, le document de Phelps, le document de Gary Hamel. Il y a ce document qu'on aime bien, auquel on se réfère souvent, qui était un document de IBM paru en 2010 pour ceux qui nous ont déjà entendu fermer vos oreilles. Mais en 2009, IBM, donc la partie consulting d'IBM, est allé sur le terrain interviewer 1400 PDG des grandes, moyennes, petites entreprises, quasiment du monde entier. Avec une question toute simple, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? En gros. La réponse a été à plus de 60%, développer et mettre en œuvre un leadership créatif. Alors ces présidents d'entreprise, ils n'ont pas forcément beaucoup de plaisir à développer un leadership créatif. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Pas le choix, pourquoi? Parce que le monde bouge vite à l'extérieur, parce que, on le sait aujourd'hui, un consommateur en sait parfois plus sur votre produit que vous-même, parce que les besoins évoluent très vite, mais aussi parce que ces firmes sont poussées à l'interne à l'évolution sous la pression des nouvelles générations au travail, qui veulent être reconnues, qui veulent s'exprimer, qui veulent partager, qui veulent challenger, souvent, les structures en place, et qui veulent finalement co-créer. Donc vous avez là une pression très forte sur les modèles de gestion qui font que les organisations sont amenées aussi à changer. Alors le modèle qu'on évoquait un peu ici, c'est aussi un peu celui-là, puis on avait gardé un peu cette image de la centrale pour opérer à Euro-Québec. L'enjeu pour produire de la valeur, c'est de mettre en place des processus qui vont permettre de littéralement capter les idées, mais aussi de les faire mûrir, de les faire grandir, pour aboutir ensuite à des processus innovants un peu plus classiques. Alors, un des points de départ, puis je vais aller très vite là-dessus, c'est cette idée aussi que le travail a changé. Ce qu'on entend, là, le retour du rapport IBM, le travail a changé. Alors, j'ai laissé les choses en anglais, mais cette idée-là est une idée très très forte. Hein. Le management a été inventé pour réduire, au fond, tout ce qui est modèle d'incertitude. Taylor se souviendra, c'est one best way. Il y a une façon de faire les choses, et une fois qu'on l'a mise en place, on n'y touche plus. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui est radicalement opposé, puisque le monde change très rapidement autour de nous. Il faut donc développer des pratiques qui sont des pratiques d'apprentissage permanent, de révolution permanente finalement, qui font que l'échec est un élément normal du processus. Ça veut dire qu'il faut apprendre à échouer dans ces démarches-là, littéralement mettre en scène les conditions de l'échec pour apprendre. Ça revient à dire que ces organisations sont avant toute chose aujourd'hui des plateformes d'expérimentation. Dans cette dimension-là, on sait faire. Et puis on va livrer. Mais ce qu'on cherche aussi, c'est qu'est-ce qui se passe dans les questions qu'on se pose à chacune des étapes, qu'est-ce que ça nous apprend, puis comment ça nous permet de développer des nouvelles idées. Alors l'échec est normal. L'ambiguïté fait partie des réalités de gestion à temps plein, je serais tenté de dire. Il est plus difficile de savoir quoi faire. Qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui que de le réaliser? Les organisations, les firmes ont relativement peu de problèmes dans l'exécution. Mais savoir ce qui est pertinent, savoir ce qui va répondre aux besoins véritables, ce qui va le faire de façon juste, est aujourd'hui beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années. Hein, une voiture, il y a quelques années, c'était un truc qui allait pas si vite que ça, qui polluait et qui n'était pas recyclable. Aujourd'hui, on veut qu'elle aille relativement vite, qu'elle soit très fiable, sécuritaire, 100% recyclable, qu'elle ne pollue pas et à la limite qu'elle ait un impact positif. Donc, les enjeux sont un peu différents. Dans les organisations d'aujourd'hui, le travail est organisé autour de ce que l'on ne sait pas. Et ça aussi, c'est nouveau. On nous a formés, les écoles, les institutions, à dire on apprend une chose une fois pour toutes, puis pendant vos 40, 45, 50 années de carrière, vous allez l'appliquer. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est cette capacité, c'est pas nouveau, hein, c'est ça depuis les années 70, mais c'est cette capacité à apprendre qui va faire la différence. Et donc, à nouveau, l'organisation du travail, elle vise à mettre en place des formes d'expérimentation qui doivent devenir des formes d'apprentissage individuel et collectif. Pas très important, pas très important. Ça, c'est frustrant pour un bon québécois, frustrant, on emploie beaucoup. Hein. Mais ça, c'est frustrant pour les gestionnaires. Les employés en savent plus que les managers. Ça veut dire que le rôle du manager, aujourd'hui, ce n'est pas l'expertise technique. C'est littéralement la mise en scène de ce jeu des connaissances.
Et ça aussi, sur cette dimension-là, on a encore du travail à faire. Un dernier point peut-être, les autres sont peut-être plus anecdotiques. Dans cet univers-là, on ne peut pas réussir en solo. Le mythe là, du génie créatif solitaire, là, c'est quelque chose qui doit tomber, qui est déjà en bonne partie tombé, mais on est nécessairement dans des processus qui sont des processus collectifs. Juste peut-être sur le rapport IBM, une histoire qu'on a vécue qui nous a beaucoup marqué. On a invité à Mosaïque il y a 3 ans la directrice de la propriété industrielle de Microsoft, là, qui vient nous faire un exposé brillantissime sur la manière dont Microsoft gère sa propriété intellectuelle. Il y a des hauts parterres de collègues, de PhD. Et à la fin, il y a une PhD qui lève la main en disant j'aimerais bien connaître votre rapport avec Linux, l'open source compétitif de Microsoft. Est-ce que c'est vrai que vous avez employé beaucoup de contributeurs à Linux? Vous regardez dans l'échelle de réputation Linux ceux qui sont les meilleurs et puis vous leur faites des propositions et vous les employez. Et là, je sais, la dame, elle devient rouge comme une pivoine. Une dame qui était vraiment une femme américaine parfaite, etc., devient déstabilisée. Et puis elle reprend son souffle et elle dit c'est extraordinaire parce que ce matin, nous avons eu à Microsoft une réunion sur ce sujet. Nous avons effectivement embauché 50 hackers de Linux à cause de leur talent. C'est ça, l'idée du management créatif, c'est d'embaucher les meilleurs, donc 50 talents. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que ces gens-là restent hackers. Ce qui pour Microsoft est un peu embêtant, parce que ça fuite un peu. Et donc, la grande décision qu'on a dû prendre était la suivante. Soit on vide et on se débarrasse de ces 50 pollueurs toxiques, soit on les accepte et on change la manière de gérer les processus de gestion d'innovation à Microsoft. On vient de prendre la deuxième décision. C'est une décision majeure qui change la manière de gérer l'entreprise. Donc je pense que c'était important. Ça montrait que justement le management de la créativité, même ceux qui n'ont pas du tout envie de le faire, sont obligés de le faire. Ils ne peuvent pas, sinon Par rapport à cet exemple, si on reboucle avec ce que vous aviez dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon tout seul et voilà, ces 50 les talents quelque part, comment on les intègre dans un collectif? Oui, on change le collectif pour les intégrer. On change la manière de gérer le collectif pour les intégrer. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à Microsoft de fuiter. C'est-à-dire d'échanger avec l'extérieur. Mais il n'y a pas que Microsoft qui a fait ça. Hein. Je pense que je travaille un peu avec RDJ, ils ont fait exactement la même chose. Ils interdisaient à un moment donné à leurs employés de communiquer avec l'extérieur. Ils ont vu que l'échange symbiotique avait bon. En fait, je pensais à autre chose aussi, parce que les hackers sont souvent les gens. Pas une bonne chose, mais peut-être aussi un peu individualiste, des choses comme ça. Comment les... Donc c'était les communautés de hackers. Il n'y a rien de plus communautaire que ces univers underground. On a fait quelques travaux sur ces milieux-là, puis c'est extrêmement collectif. Là encore, le hacker solo, c'est très bien qu'il ne peut pas réussir tout seul. Il y a des très rares exceptions. J'avais un autre exemple un peu anecdotique sur Microsoft, assez amusant. Quand Microsoft a lancé la Kinect, vous savez, ce dispositif de repérage dans l'espace qui fait qu'on peut se passer de la manette, sur la Xbox. Savez-vous combien de temps ça a pris pour que les drivers de la Kinect soient libérés sur le web par les hackers? Vous avez une idée? 3 heures. 3 heures. Le concours avait été lancé par une firme qui vendait des cartes graphiques, etc. à New York. Ça a pris 3 heures et c'est un hacker espagnol qui a mis ça après 3 heures sur le web partout. La première réaction de Microsoft a été de dire on va vous envoyer nos avocats. Les avocats, ils se frottent les mains. Envoyer les avocats aux hackers de Barcelone, l'intérêt est à peu près zéro. Ils peuvent le mettre en prison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Les trucs sont partis. Et donc, il faut penser autrement. Il y a un type un peu plus malin que les autres chez Microsoft qui a dit attendez, ne lâchez pas les avocats tout de suite. Retenez-les un petit peu. Et les avocats, on va les faire revenir, on va leur faire réécrire les modalités d'usage de nos drivers. Et ils ont trouvé une façon assez maligne, assez fine de gérer les choses en disant, écoutez,
c'est quand même notre business de développer des jeux, l'informatique, etc. Donc, si avec ces drivers, vous développez du jeu vidéo, on va lâcher les avocats. Par contre, on vous les donne pour tout le reste. Et donc, vous pouvez les utiliser pour des applications en santé, des applications d'éducation, des applications sociales, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Microsoft, en ayant laissé jouer littéralement, c'était un élément de réponse sur les hackers tout à l'heure, laissez-les jouer, en laissant jouer les hackers aujourd'hui, vend des Kinect aux chercheurs en santé, vend des Kinect aux gens qui font de la réadaptation, vend des Kinect, etc. etc. Donc ces nouvelles formes, elles sont de cet ordre-là aujourd'hui, de trouver des façons de gérer les perméabilités, les frontières, les porosités. D'autres questions? Ce jeu aussi, pour revenir à l'exemple d'Ubisoft, comment garder les communautés à l'intérieur d'Ubisoft? L'une des questions que finalement la communauté, par exemple, des game designers se pose, c'est qu'on est capable de faire des jeux vidéo tout seul sur des plateformes open, ou bien d'aller à la concurrence. Pourquoi ces gens qui élaborent des idées, en fait, les déposeraient à Ubisoft? La réponse est toujours, on est très fiers de cette organisation, c'est très très important, la culture d'entreprise va beaucoup jouer. On a Ubisoft tatoué sur le cœur. Et donc, ça paraît étonnant, mais l'attachement à la société est fondamental pour faire en sorte que l'idée vienne se déposer, en quelque sorte, dans la structure de l'organisation et n'aille pas ailleurs. Ça peut être, encore une fois, sur le net, ou ça peut être dans une firme concurrente. Mais aujourd'hui, ça va devenir l'un des problèmes, c'est-à-dire que les idées ne sont pas la propriété intellectuelle de l'entreprise. Et donc, l'entreprise joue avec quelque chose qui est très compliqué. Et la manière d'attacher des idées qui viennent de ces communautés, c'est effectivement la fierté d'être dans l'entreprise. D'où la réponse peut-être tout à l'heure à Ubisoft. Si l'image de marque est la perfection, et que les gens adhèrent à cette idée-là, on ne va surtout pas la détruire. La métaphore là-dessus est peut-être un peu banale, mais on est vraiment dans des logiques organiques de jardinage. Cultivez votre jardin, cultivez votre terreau organisé et laissez effectivement croître et pousser les initiatives. Un autre exemple qu'on donne souvent, on évoquait Google tout à l'heure, le modèle Google là-dessus, l'innovation est un modèle tout à fait hybride, où c'est les communautés. L'innovation, elle va être bottom-up, mais pas n'importe comment. Puis la hiérarchie, comme les gens ont beaucoup d'idées, elle ne veut pas forcément que tout se fasse. Et donc il y a un mode très très simple qui est de dire, si vous avez une idée, vous êtes légitime de venir parler à la hiérarchie si vous avez trouvé dans l'organisation 7 personnes qui appuient votre idée. Et donc là encore, vous construisez sur le collectif, sur le social, sur la communauté, et ces 7 personnes, évidemment, si l'idée, elles la trouvent pertinente, elles vont l'appuyer, elles vont y contribuer. Donc si vous êtes capable de faire la démonstration, vous avez induit un processus collectif d'épaississement des connaissances, alors on va commencer à vous écouter. Et le processus était le même, d'ailleurs la transition formidable, était le même historiquement chez 3M. Chez 3M, pendant 107 ans, c'est bien, hein, des années qu'on prépare ça. Chez 3M, pendant 107 ans, l'image est juste, hein, le modèle de développement de 3M a été ce modèle très organique. Hein, il y a des écrits assez beaux sur les pas. Oubliez l'histoire du post-it, hein, qui est une anecdote dans l'histoire de 3M. Chez 3M, il y a des histoires très belles sur comment les scientifiques dans les laboratoires de recherche étaient mixés entre différents labos qui pouvaient un jour venir se parler de matériaux, un jour de physique, un jour de friction, etc. etc. Chez 3M, ce qui a été intéressant, en 2005, je crois, 3M a un nouveau président, et ce président dit notre pipeline d'innovation va très bien. Va très très bien, 3M est toujours dans les classements des entreprises les plus innovantes, vous preniez le proxy brevet ou autre, hein. Ça va très bien. Mais cette innovation, il faut la gérer. Et donc on va mesurer. Et cette innovation, on décide de la mesurer avec des dispositifs assez bien installés. Un truc qui s'appelle Six Sigma, donc en qualité totale, qui vient de Motorola, où on va mesurer les processus. On implante Six Sigma. 4 mois plus tard, le pipeline d'innovation chute de 40%. Il y a des choix. Il y a des choix qui sont à faire. Investissez sur le contrôle ou investissez sur le jardinage. Vous n'êtes pas du tout dans les mêmes logiques. C'est un magnifique article du Business Week qu'il faut lire, qui est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, ce qu'ils ont essayé de faire à 3M, c'est... avant, ils avaient aussi du Six Sigma, là, mais ils ont essayé de mettre du Six Sigma. C'est ça la catastrophe. Et
avec ça, ils ont plombé l'entreprise. Et c'est vraiment important, c'est-à-dire qui met le Six Sigma là très bien. Et même à la limite qu'on renforce ça, qu'on fasse de plus en plus efficace. Mais pas là. Là, c'est autre chose. Et donc, ils ont tué l'entreprise. Enfin, ils étaient en train de tuer l'entreprise, carrément. Mais il y a des tas d'histoires comme ça. BSN, Javier Danone a fait la même chose dans les années 80 à peu près. Ils ont rentabilité à tout prix, et donc, à un moment donné, le cours de l'action s'envole, etc. Et pour avoir la rentabilité à tout prix, finalement, chacun des chefs de département devait vider des gens. C'était une manière d'avoir la rentabilité. Donc le marché financier était euphorique et très content. Jusqu'à une réunion un peu comme celle-ci, où le directeur de la recherche de BSN dit à l'époque, alors que tout le monde était euphorique, etc., c'est très bien, sauf que demain on est mort parce qu'on ne sait plus faire de yaourt. Les chercheurs sont maintenant chez Unilever et les yaourts de demain sont produits là-bas. Et là, ça a été le silence plombé total. Vous avez évidemment décrit tout ça. Silence plombé total, et ce qu'a pu faire BSN, c'est de réembaucher ces anciens chercheurs à des prix qui évidemment étaient... Donc l'opération du Six Sigma partout, c'est pas bien. Même histoire chez Procter & Gamble, hein. Tournant des années 2000, Procter & Gamble investit tout sur le développement de produits et le marketing. Un analyste financier un peu plus fin que les autres regarde le pipeline d'innovation, puis dit on ne voit pas, en 2000, hein, on ne voit pas aujourd'hui les sources de renouvellement des produits de Procter & Gamble. Là encore, chute massive de l'action. Et Jim Lafley, qui était à l'époque président CEO de Procter & Gamble, dit il faut penser autrement. Et Jim Lafley met en place ce système aujourd'hui assez connu qu'ils ont baptisé, au lieu de R&D, C&D, R&D pour Research and Development, C&D, Connect and Develop, qui est au fond fondamentalement un modèle d'ouverture. D'ouverture vers l'extérieur. On va mobiliser les chercheurs des fournisseurs, où on va mobiliser les universités, où on va s'inscrire sur des plateformes ouvertes de gestion des idées sur le web, etc. Donc on est dans les mêmes perspectives. D'autres questions? Qui a le droit d'avoir des idées dans ces entreprises? Google, si vous prenez l'exemple Google, c'est cliché, hein, je suis désolé, il y a des grands clichés, mais chez Google, c'est tout le monde. Ubisoft Montréal aujourd'hui, c'est tout le monde, au point où la hiérarchie se dit mais comment on peut permettre à des gens qui n'exprimeraient pas leurs idées de nous les montrer quand même. Ça devient, alors il peut y avoir aussi un côté sombre, ça devient presque obligatoire hein, de dire ce que vous faites, ce que vous pensez, etc. On peut aussi avoir des analyses très critiques. Chez Ubisoft à Montréal, un truc moi, que j'ai trouvé assez habile, c'est de dire vous avez beaucoup d'artistes graphiques, du 2D, du 3D, etc. Bon, chez Ubisoft aujourd'hui, on a ouvert des plateformes qui sont des plateformes d'exposition. Quand vous êtes un artiste graphique, vous faites du jeu, mais vous pouvez avoir un portfolio par exemple. Et donc on fait très régulièrement des expositions où tout un chacun, des artistes de très haut niveau, peut venir exposer sa production un petit peu décalée, sa production qui n'entrerait pas ici. Mais en exposant ici, ça donne beaucoup d'idées pour l'avenir de ce qui va se passer là. Comment ça vient se confronter, ces idées qui viennent de l'extérieur, entre guillemets, du système mutuel, avec ce que vous avez appelé tout à l'heure le modèle traditionnel scientifique, donc avec quelque part les personnes qui sont dans ce modèle traditionnel et qui sont eux possesseurs du savoir en tout cas. Le modèle qui se développe beaucoup chez Google, chez Pixar, nous à Montréal, c'est pas mal de firmes qui montrent beaucoup qui s'appellent CP dans le domaine de marketing créatif. C'est un modèle où une bonne idée, c'est une idée qui est endorsée, qui est supportée par un certain nombre de personnes, notamment dans l'entreprise. Et donc le modèle qui se développe, c'est si vous avez une idée qui est supportée par 7 de vos collègues, vous avez, allez, je vous donne des chiffres comme ça, $10 000. Si c'est 25 collègues, vous avez $100 000 pour pouvoir continuer à la réaliser. Si c'est, alors je ne sais pas, 50% des collègues de votre entreprise, là, on va passer au stade supérieur. Et donc, il y a des mécanismes incitatifs qui se mettent en place partout sur, en fait, cette construction de l'idée. Alors, on devrait rentrer dans la gestion des idées, on n'aura pas le temps, sur le fait que l'idée est, dans l'entreprise, une construction sociale. Elle va être épaissie par des interactions avec les différentes personnes de l'entreprise. Qu'ils soient chercheurs ou pas, c'est souvent les chercheurs qui sont porteurs de l'idée. Maintenant, les chercheurs de l'IREC
vont aller voir les gens d'Hydro-Québec et leur dire on a une idée, on va la développer avec vous, etc. Et le mécanisme, c'est s'il y a 7 personnes de l'organisation qui sont on te donne la chance de continuer. Voilà. Et donc, il y a des mécanismes d'incitation à ce qu'on appelle, nous, la grande séduction. C'est-à-dire que l'idée, aussi, c'est très important, c'est de convaincre qu'elle est bonne. Si les gens disent, écoute, ton idée, bon. Et donc de convaincre que l'idée est bonne. Et donc, se mettre en place, mais on invente aujourd'hui des mécanismes nouveaux d'incitation à la progression de l'idée dans les organisations. Mais ça se développe à une vitesse stupéfiante. Hein. C'est-à-dire, c'est pas simplement Google, c'est partout. Juste pour compléter là-dessus, une histoire du même ordre qui m'a beaucoup impressionné. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai été approché par une firme d'actuaires. Ils m'ont dit, on voudrait aller un peu plus loin, on veut devenir des actuaires créatifs. Je ne suis pas sûr que je puisse vous aider. Et donc, on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté, c'est des gens plutôt jeunes, plutôt sympathiques, etc., assez éclairés. Et le directeur de cette firme-là, à un moment, s'est dit, je veux que les gens expriment des idées. Chemin faisant, c'est un type assez brillant, il dit, oui, mais si c'est moi qui choisis les idées, comme boss, je risque d'avoir tort. Donc si je fais le pari que mes équipes sont suffisamment intelligentes pour avoir des idées, je vais faire le pari que mes équipes sont suffisamment intelligentes pour me dire quelles idées valent la peine d'être développées. Et ils ont mis en place, les acteurs sont même des financiers, ils ont mis en place un modèle de financement interne assez brillant où ils donnaient tous les ans 1 000 $ à chacun de ses employés. Mais ces 1 000 $ devaient être réinvestis une fois dans l'année lors d'un concours d'idées. Les idées sont exposées et chaque employé devait réinvestir ces 1 000 $ sur une des idées qui avait été exprimée. Avec comme obligation, si vous investissez, vous devez aussi la parrainer, cette idée. Alors voilà un dispositif interne qui est quasiment à la fois du crowdsourcing interne, mais aussi du crowdfunding, qui contribue à la validation, à l'engagement, etc. Ce sont des mécanismes qui ont leurs limites, qui sont expérimentaux, mais qui, je crois, doivent aussi nous faire réfléchir. Je disais dans l'exemple que tu donnes et le précédent avec les 7 collègues, vous axez beaucoup sur l'idée individuelle. Or, on sait, vous savez aussi mieux que nous, que la création d'idées peut être collective. Dans une entreprise, le niveau de créativité, le niveau d'imagination peut être différent d'un collègue à l'autre et selon les cas. Donc, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui vont un peu plus loin et qui créent jusqu'à des formations, des groupes de hackers, des collectifs ou autres pour favoriser cette création d'idées? Et est-ce que ces entreprises-là font la même chose? Est-ce qu'au lieu de donner à une prime ou autre un financement à une idée individuelle, elles vont donner à une collectivité, à une idée produite par une collectivité? Ça peut on peut imaginer, alors je prends l'exemple de Sydney qui est copié sur Pixar. Leur processus de gestion d'idées, je sais qu'il a décomposé à peu près, si on appelle ça le diagramme à 6 étoiles. Ils vont, le diagramme à 6 étoiles, ils partent d'un projet, ils ont Adidas qui veut leur commander un nouveau. Et dans ce diagramme de 6 étoiles, ils vont faire des tables ou des groupes de 6, mais un manager, un créatif, un comptable, un artiste, des groupes de 6. Chaque groupe de 6 reçoit en fait l'accord. Ils sont en compétition. Et donc, ça cogite, ils sortent. Et alors, la première étape du stage gate est assez intéressante. Ils vont faire un stage gate d'idées, ce qu'ils appellent. Les managers, c'est comme un schéma d'huître, se détachent, se mettent ensemble, et puis vont regarder quel est finalement le projet le plus intéressant, etc. Ou les 2 projets les plus intéressants. On va dire c'est celui-là et celui-là qui sont intéressants, on vote, à il y a un vote. Et l'étape suivante, les managers reviennent dans les équipes, mais les équipes au lieu d'être 6, ils vont être 12. Et donc, il va y avoir une compétition, etc. Donc, ils organisent, en fait, en quelque sorte, une compétition, coopération d'idées qui vont aboutir, finalement, à la fin, à tout le monde travaille sur la même chose. Et donc, c'est un mécanisme, alors, d'huître, c'est ça, les managers sont partie prenante, se détachent. Alors évidemment, il peut y avoir des calculs stratégiques, on peut tout imaginer, il y a des biais évidemment stratégiques dans cette histoire-là. Mais je pense que ça correspond bien avec cette idée de génération d'idées, de parcours d'idées dans l'entreprise, de respect de stage gate. Mais c'est plus des stage gates classiques, c'est des moments de présélection après un travail collectif. Couplage, découplage, entre laisser les jouer, puis revenez, réorienter, puis relaisser les jouer, puis échanger. C'est vraiment cette dynamique qu'on voyait avec la Fiat Mio d'ailleurs aussi. L'accordéon de tout à l'heure, c'est tout à fait la même logique, avec un épaississement progressif de l'idée.
On va essayer, alors ça relève d'exercice d'équilibriste, hein, de partager avec vous un regard qu'on porte justement sur cette notion d'idée depuis quelques années, puis qui nous fait beaucoup réfléchir. Je vais sauter quelque chose, trois petites choses. Donc au cœur de ces transformations, cette nécessité de gérer les idées, ce qui ressort, et là encore, hein, ce n'est pas des choses qu'on essaye d'amener comme ça, c'est vraiment ce que l'observation du travail de nos partenaires industriels et institutionnels nous rapporte, en faisant jouer tout ceci avec la littérature. On retrouve autour de l'idée une espèce de démarche à trois étapes, qui est cette première démarche de la génération d'idées, qui en fait n'est pas la plus compliquée. Hein, il y a un très beau papier d'un monsieur qui s'appelle Stireux, qui étudiait les cabinets d'architectes. Il dit le problème des grands cabinets d'architectes, c'est pas de générer des idées, ils ont trop d'idées. Le problème, c'est que les individus ont des idées, les collectifs ont des idées. Maintenant, le problème, c'est la sélection et la conversion des idées. Alors, dans un premier temps, les idées, cette génération d'idées, on a appelé ça le spark, l'étincelle. Hein, on voit que ça va venir bien souvent de rencontres, d'échanges, de choses un peu inattendues, puis on va le préciser un petit peu ensuite. L'étape intermédiaire, cette étape nous paraît déterminante, c'est cette étape de conversion des idées, littéralement la construction sociale des idées. Encore l'exemple du Seven Bodies System de Google, avoir l'idée, mais aussi trouver ceux qui vont l'appuyer et vous aider à lui donner une forme, une substance et à lui donner littéralement des pieds. Et puis finalement, ce qui est une dimension qu'on évoque assez rarement, mais qui est très délicate pour les organisations, une fois que l'idée est identifiée comme étant pertinente, on sait qu'elle est porteuse de valeur, l'exécuter, la ramener dans l'organisation suppose de transformer une partie des structures, des processus, des formes hiérarchiques, etc. Alors, disons, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux phases de destruction, de rupture, et une phase de grande séduction, on appelle ça de grande séduction, de convergence. La première phase, c'est l'étincelle, ça suppose une destruction, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît par rapport à ce qui existait avant. La phase de construction sociale de l'idée est une phase justement de renforcement, de convergence, où les initiateurs de l'idée vont devoir faire preuve de beaucoup de séduction pour construire l'idée avec leurs partenaires. Et puis à l'inverse, la troisième phase est souvent très, très importante aussi en termes de destruction, c'est-à-dire que ce que signifient des gens comme David Thies et tout ça, c'est que cette phase-là est vraiment du restructuring, c'est-à-dire que quand on implante une idée dans l'entreprise sous forme d'un nouveau processus d'innovation, on détruit quelque chose d'ancien. Et il faut être conscient qu'on détruit quelque chose d'ancien, on change de méthode. Et donc on a deux phases de destruction et une phase de construction créative. Alors si on essaye d'aller, c'était toujours bien de citer Paul Valéry ou Schopenhauer, passer là-dessus, le point de départ, cette étincelle, du point de vue de l'organisation, oui, clairement, il y a un enjeu de faire autrement. Quand on dit penser hors de la boîte, voilà, en l'occurrence, il faut qu'il se passe quelque chose dans la rencontre, trop souvent, malheureusement, par la crise qui vous oblige à repenser vos modes de fonctionnement, vos modes de création de valeur. Ça part des connaissances, ça part de l'ouverture, être capable d'absorber ce qui se passe à l'extérieur, l'évolution des usages, des connaissances, des pratiques. Mais ce qui se passe bien souvent ici, c'est ce qu'on retrouve chez Arthur Koestler, The Act of Creation en 1964, c'est cette idée que l'idée nouvelle va venir de l'interaction entre deux champs de connaissances qui paraissent a priori non compatibles, qu'on n'avait pas encore fait se rencontrer, ce qu'Arthur Koestler appelle la dissociation. Alors ça peut avoir l'air assez abstrait comme ça, mais ça s'applique assez bien dans différents domaines, en sciences évidemment, chez l'artiste, ou aussi, dit Koestler, dans le domaine de l'humour. Ce que va essayer de montrer Koestler, c'est qu'il va regarder c'est un livre prodigieux sur l'acte de création, notre hypothèse avec Laurent, c'est que toutes les méthodes aujourd'hui de génération d'idées, il s'agit de méthodes CK, Trees, Design Thinking, etc., toutes les méthodes qui sont employées dans le co-design sont des méthodes qui trouvent leur fondement dans ce que Koestler a pu expliquer comme cette dissociation entre deux cadres de référence qui vont créer l'étincelle en quelque sorte créative et le besoin de reconstruire un nouveau cadre de référence nouveau. Alors l'exemple qu'il prend, c'est aussi bien dans le domaine scientifique,
Dans le domaine scientifique, il dit par exemple, si je prends Archimède, c'est des équations dans la tête et l'observation d'un terrain qui est son bas, et c'est deux cadres de référence pour donner lieu à un nouveau cadre. On peut prendre l'exemple de Fleming. Fleming, tout à l'heure, cherche un antiseptique pour guérir les blessures, notamment les blessures pendant la guerre. Et Fleming rentre un jour dans sa cuisine désordonnée et voit plein d'assiettes qui sont infectées par des moisissures sauf une. Et là se produit, d'après Kessler, cette espèce d'extraordinaire dissociation entre ce qu'il cherche comme agent antiseptique et ce qui se passe sur un plat qui est complètement différent des autres. Et cette dissociation va l'emmener vers la découverte, vers la créativité. Dans le domaine de l'art, plein d'exemples aussi. On peut prendre peut-être, on peut prendre celui-là, l'exemple de Picasso et le cubisme. Picasso l'écrit lui-même. Le cubisme est une extraordinaire dissociation entre ma représentation fascinante des tableaux de Cézanne et les masques africains. Et c'est ce clash entre ces deux espaces de référence qui vont me faire construire un nouvel espace de référence qui est le cubisme. L'autre exemple que prend Kessler, c'est l'exemple de Roméo et Juliette, en disant que toute l'intrigue et la créativité de Roméo et Juliette, c'est le clash entre le frame of reference, comme il appelle, des Montaigu et des Capulet. Et c'est ce clash qui va créer la créativité de Roméo et Juliette. Un autre exemple très classique, le surréalisme est fondé sur la dissociation, par essence. Mais aussi l'art contemporain. Takashi Murakami qui mixe le manga avec l'art traditionnel japonais, récupéré ensuite par Vuitton d'ailleurs, c'est aussi de la dissociation. Un exemple dans le domaine de l'humour, je peux vous la lire, on aime bien celle-là, on peut être un peu bébête, des fois. Enfin, ce que nous avons démontré, c'est la blague du pompiste. Bill et Hilary en voiture passent devant une station-service de l'Arkansas. Hilary, oh regarde Bill, tu vois cet homme là-bas, le pompiste, c'était mon premier petit ami. Bill, un petit peu faro, eh bien si tu l'avais épousé, tu vois, tu travaillerais aujourd'hui dans une station-service. Et Hilary répond, non, il serait président des États-Unis. Et à nouveau, c'est une dissociation magnifique. Tout l'humour est une dissociation magnifique. Là, c'est vraiment le cas. Un autre exemple sur lequel on a beaucoup travaillé et qui nous a beaucoup inspiré, c'est comment Ferran Adrià, qu'on voit comme un chef cuisinier, est en fait aussi un des grands théoriciens, un des grands praticiens de la création. Le génie de Ferran Adrià, c'est de prendre la tradition, la plus dure, la plus pure, la cuisine traditionnelle française, puis catalane, et d'introduire de façon totalement orthogonale là-dedans de la connaissance scientifique. Pas uniquement la gastronomie moléculaire, on en a ressorti la gastronomie moléculaire, mais de poser des vraies questions. Qu'est-ce qui se passe quand on cuit de la viande? Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la physiologie du goût? Qu'est-ce qui se passe quand on bande les yeux de quelqu'un et qu'on lui fait manger quelque chose en lui disant que c'est autre chose? Qu'est-ce qui se passe quand on joue avec de l'azote liquide et du whisky? On peut faire du sorbet au whisky, figurez-vous. Ça, essayez pas ça à la maison. Et donc Ferran Adrià, c'est un exemple extraordinaire de dissociation systématique. À tel point qu'il va se donner des matrices d'aliments, des matrices de techniques, et systématiquement croiser les deux. Je veux dire, si je prends une pêche, je peux la travailler congelée à l'azote liquide, je peux la travailler bouillie, je peux la travailler frite, et systématiquement d'explorer quelles sont les possibilités qui vont émerger du point de vue du goût, des textures, etc., de ces croisements entre différentes dimensions. Alors, dans ces pratiques de dissociation, à l'étape de la conversion des idées, bien souvent, ce qui va émerger, ce sont des visions, des orientations, autour desquelles on va essayer de mobiliser au fond de l'expérimentation. Alors, dans ce qui nous anime aussi depuis quelques années, est revenue très régulièrement cette importance des manifestes dans l'émergence de la créativité et dans l'émergence, effectivement, de mouvements créatifs radicaux. On prend bien souvent cet exemple du Cirque du Soleil qui, en 1984, réinvente littéralement le cirque pour devenir aujourd'hui une référence en disant, ben non, il n'y aura pas de rideau, il n'y aura pas d'animaux, il n'y aura pas de Monsieur Loyal, la musique, elle va être live, les costumes, tout ça, ça va être original et fait maison. Nous serons notre propre référence, qui est une façon totalement orthogonale de se positionner par rapport au cirque traditionnel. Évidemment, du point de vue des manifestes, le surréalisme, le cubisme, au Québec, qui a beaucoup marqué ces manifestes de refus global, un autre.
il y a peut-être un manifeste qui j'aime beaucoup celui-là. À Montréal, il y a un lieu à l'ouest de Montréal, vous connaissez peut-être le stade olympique. Et autour du stade olympique, il y a un lieu assez étonnant, un ensemble de musées, qui étaient des musées très très poussiéreux. Il y avait le Biodôme, le musée d'insectarium. Vous imaginez, l'insectarium, c'était poussiéreux au possible. Il y avait d'autres musées, un certain japonais. Est arrivé à la tête des musées, en fait, quelqu'un qui avait monté le cluster de cirque à Montréal. Il se retrouve à la tête des musées, on ne comprenait pas trop pourquoi. Il a dit non, ici, on peut créer un espace extraordinaire. C'est tout poussiéreux, tout ça. Et ce qu'il a fait, la première chose qu'il a fait, il a réuni les 500 employés de cet espace. Et il leur a dit, on va essayer de créer le manifeste, en quelque sorte, de ce que vous avez envie qu'on fasse dans cet espace immense de Montréal, et qui sera évidemment différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Essayer de mettre en scène, en quelque sorte, le musée. Alors, il faut voir, les 500, c'était 400 syndicalistes purs et durs, qui, le premier jour, se sont retrouvés dans une ambiance un peu difficile. Mais comme ça durait 3 jours, petit à petit, les créativités s'est libérée. Ce que Charles-Mathieu Brunel, donc, qui est le directeur, vous a expliqué, c'est on a vu des choses incroyables. On a vu l'idée que les différents ouvriers disaient on pourrait faire des jardins animés avec, on mettrait les plantes sur des calis de supermarché et on pourrait changer le jardin tous les jours. Et avec des dominos, etc. Et donc, il est né de là un manifeste. Ce manifeste-là, c'est créant l'espace pour la vie à Montréal. Couplons l'insectarium, le planétarium, couplons tous ces lieux ensemble pour faire un véritable espace pour la vie. Et tout le monde, évidemment, a adhéré à ce manifeste. Le résultat, c'est le lieu le plus visité de Montréal aujourd'hui. C'est un lieu où on se sent bien, où on est très bien accueilli. Là où il y avait des musées poussiéreux, tout a été reconstruit, reconçu, rebâti avec des réalisations tout à fait étonnantes. Et donc, la réalisation du manifeste a été la possibilité de faire germer en quelque sorte des idées créatives. L'importance du manifeste est très liée à ce que Kessler appelle la dissociation. Une fois qu'on a une étincelle, il faut écrire le nouveau cadre de référence. Et écrire le nouveau cadre de référence, entraîner l'action collective dans le nouveau cadre de référence, suppose d'écrire ce que les Anglais appellent the breaking of the rules. Quelles sont les règles nouvelles qui vont à la fois entraîner l'action collective et entraîner l'idée créative à se coaguler en quelque sorte autour de ce qui vient d'émerger de nouveautés. Alors ce manifeste, qui est une déclaration à la fois d'une projection, une déclaration d'intention, une déclaration en valeur, une plateforme générative, vise aussi essentiellement à attirer, à mobiliser autour de l'idée, autour du projet, et donc à fédérer autour d'une vision et être capable de lui donner de l'épaisseur, de la substance. Alors on va utiliser dans cette étape, nous avons baptisé en référence à un film, je crois, assez beau, la grande séduction. C'est véritablement une étape de construction sociale de l'idée. Il ne suffit pas d'avoir l'idée, encore faut-il lui trouver des alliés, des parrains, des sponsors, des acteurs qui vont venir la compléter ou la remettre en cause sur la base de leurs propres expériences et de leurs propres connaissances. Alors l'un des exemples très, très bien illustré par en fait Michel Gallon et Sola Price, c'est en fait l'exemple de leur activité. Et la vision globale, c'est toujours que la créativité, Einstein était tout seul. Einstein n'était pas tout seul. Einstein, premièrement, a été décrié beaucoup par sa communauté de physiciens en Allemagne. Et pour faire valoir en quelque sorte ses idées sur la relativité, il a dû en fait pendant très très longtemps chercher des alliés, les attribuer avec les physiciens anglais. Et il a fait des conférences en Angleterre où il a réussi à s'allier en quelque sorte une communauté de physiciens mais aussi de mathématiciens. Puis ensuite il est venu en France, etc. Il y a eu donc un phénomène de contagion de communautés pour faire accepter l'idée, mais chaque communauté évidemment renvoyait à Einstein en disant là il y a une erreur, etc. Donc, il y a une co-construction qu'Einstein reconnaît lui-même de la théorie de relativité. Et alors ce qui est très remarquable, c'est qu'on voit les différentes communautés qui se sont progressivement exprimées en quelque sorte pour venir enrichir l'idée d'Einstein. Et donc on voit les personnes qu'on a mises tout à l'heure qui étaient en fait des indices très très importants, c'est-à-dire
Poincaré, c'était dans le domaine des mathématiques. Il va y avoir des individus qui sont dans le domaine de la physique pure, dans la physique expérimentale. Chacun de ces individus occupe d'ailleurs des positions dans les réseaux très intéressantes, c'est-à-dire qu'ils sont des individus très ouverts sur les autres disciplines. Ce qui va permettre la circulation des idées autour de la théorie de la relativité. C'est surtout pas une théorie qui va être uniquement physique, qui fait appel à beaucoup de principes mathématiques, à beaucoup de principes d'autres domaines qui ne sont pas uniquement de la philosophie aussi d'Einstein. Et donc, il va y avoir des échanges qui vont se faire, qui vont enrichir la théorie de la relativité jusqu'à ce qu'elle devienne véritablement un corps constitué avec un corps, comme Einstein le dit, qui est un corps collectif. C'est-à-dire que la théorie de la relativité, quand il va dire c'est vous, il va dire c'est moi plus Poincaré, plus Einstein, plus Lorentz, plus Wilson, etc. Et quand il dit ça, c'est évidemment Poincaré, mais toute l'équipe est avec Poincaré. C'est-à-dire que c'est une construction sociale d'interaction de communautés qui sont en plus des communautés qui interagissent dans des domaines scientifiques différents. C'est pas une discipline qui a produit la relativité. C'est cette interaction disciplinaire qui a permis de produire ce corps de théorie de la relativité. Et alors notre hypothèse, c'est ce qui est vrai pour la théorie de la relativité, est vrai pour énormément de connaissances. Elles sont co-construites par des interactions de communautés. Cette étape, qui est une grande étape de construction sociale, mais aussi cognitive, s'achève bien souvent par l'élaboration d'un artefact qui va assurer la transition, qui est ce qu'on appelle le codebook. Le codebook, c'est à la fois la déclaration d'intention, la déclaration en valeur, mais aussi, si vous voulez, pour le dire de façon un peu triviale, le mode d'emploi de la nouvelle idée. Comment va-t-on l'exploiter? Comment va-t-on l'utiliser? Alors un exemple très intégré finalement de codebook, c'est ce qu'on retrouve dans le manifeste du surréaliste, qui est à la fois la définition, l'engagement sur un système de normes, de valeurs, littéralement la plateforme générative, mais aussi les outils et les méthodes pour être un bon petit surréaliste. Et donc le principe, c'est si vous suivez ce codebook, et si vous le suivez à la règle en vous inscrivant dans les valeurs, vous pouvez vous déclarer comme relevant du surréalisme. Là, on a vraiment une plateforme intégrée. Ce codebook, il est essentiel évidemment pour passer à l'étape d'exploitation des idées, d'exécution des idées, mais qui présente un défi évidemment extrêmement délicat, qui est celui d'appliquer ce codebook dans des formes, des structures, des pratiques qui sont préexistantes. Cette étape, on l'a appelée l'étape de l'atterrissage. Et imaginez littéralement, là l'image est parlante, que vous ayez à faire atterrir un Airbus ou un 747 n'ayant jamais véritablement appris. Il y a quelque chose d'extrêmement lourd et qui suppose aussi de faire de la place à l'idée dans l'organisation, de faire de la place au niveau processus. Donc c'est une étape qui est aussi éminemment politique dans l'organisation, d'accepter, d'arrêter un certain nombre d'activités pour de laisser de la place à certaines autres, faire le deuil aussi de pratiques passées. Comment on gère du coup les pépites, c'est-à-dire celles qui seront qu'au stade d'étincelle, qui ne pourront pas aboutir, s'épaissir socialement au sein de l'organisation? Comment on les fait vivre, enfin comment on les fait vivre sur le long terme pour peut-être après les lancer plus tard? C'est pas une question facile. On essaie au moins de les garder en mémoire. On parle souvent d'IDEO quand on parle de design thinking en disant ils ont une méthode, etc. La méthode, elle existait avant, elle existera après. Quand vous demandez aux gens d'IDEO qu'est-ce qui fait leur succès, c'est leur capacité à retourner à des projets passés et à recycler des idées. Véritablement à recycler des idées et à les réintégrer dans d'autres processus de design. Alors c'est l'une des questions que nous posons pour laquelle on n'a pas forcément de réponse. Mais l'exemple des portfolios chez Ubisoft, si vous avez une idée, si quelqu'un a une idée dans l'organisation, s'assurer qu'à un moment elle est exprimée, qu'elle est visible, qu'elle a été partagée, qu'on se crée des occasions de jouer avec, généralement, sans nécessairement avoir une finalité qui est produit ou commerciale. Donc de revenir aussi aux idées, de s'ouvrir des espaces qui sont ces espaces à la fois de mémoire, mais aussi de partage, et puis des espaces d'expérimentation. On appelle ça du Slack. Du Slack créatif qui est très très important, c'est un réservoir d'idées qu'on a en gestation. Et ce Slack créatif est important. On fait référence à une théorie de la firme qui est due à Edith Penrose. Et Edith Penrose a dit ce qui conduit à la croissance des firmes, c'est l'existence de ce qu'elle appelle le Slack organisationnel. Les managers résolvent des problèmes tous les jours,
Et puis en résolvant des problèmes tous les jours, ils prennent une décision. Mais en fait, du coup, ils ont exploré 5 ou 10 idées créatives. Ces idées-là, ils les gardent en Slack créatif, et ce Slack guide la croissance de l'entreprise. C'est un travail magnifique avec en 1959, qui est à l'origine de tout ce qu'on appelle la théorie évolutionniste. C'est une très belle idée, cette idée qu'en fait que le Slack conduit la croissance. Et donc en fait, le stock des idées qui sont en gestation, d'une certaine manière, conduit la croissance de ces entreprises. Quand vous créez un codebook, vous tuez la créativité permanente. Comment? Quand vous créez un codebook, vous tuez la créativité permanente, que vous appuyez de vos yeux tout à l'heure. Tout à l'heure, à un moment donné, vous êtes en train de dire le surréaliste, il se fige à un moment donné dans une attitude, ne permet pas son dépassement. Oui, tout à fait. Oui. C'est très vrai, et c'est pour ça qu'émergent d'autres communautés. C'est-à-dire qu'une fois que le codebook est écrit, il y a plein de surréalistes qui ont fait des mouvements dissidents. Oui, mais on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'on est toujours dans... on ne permet pas, on reste dans la sortie du cadre qui est toujours une transgression, et on n'intègre pas la transgression comme quelque chose de normal. Ben ça dépend, justement. Le codebook, c'est la confiscation de la créativité par l'organisation. C'est intéressant que vous réagissiez de cette façon sur le surréalisme, parce que c'est précisément l'histoire du surréalisme. La fin du surréalisme, c'est Breton qui devient toute autorité, si vous voulez. Le surréalisme, c'est comment il est codifié. Mais à cette étape, qui est une étape de crise, je vais citer quelqu'un d'autre qui dit le destin de l'anomique, c'est l'institué. Et donc, là, vous en avez l'exemple. Mais une fois que vous avez reproduit l'institué, vous donnez littéralement l'idole à détruire. Et donc, ceux qui vont arriver après sont ceux qui vont s'opposer à ce codebook et à dire non, si on veut créer, il va falloir faire autrement. Et on va remettre en cause ce codebook. Et on va générer nos propres règles génératives qui vont être différentes. Sauf que dans l'organisation, ce qui vient après, c'est l'atterrissage. Il y a des gens qui vont faire atterrir le codebook. L'atterrissage, il est là. Ils sont en train de détruire ça parce que c'est déjà passé, c'est bon. Tout à fait. Qui sont parfois même les mêmes personnes d'ailleurs. Oui. C'est ça qu'il faut. Juste peut-être un exemple qui nous a beaucoup touché. À Barcelone, on a eu la chance, au cours des écoles d'été, je crois que c'était l'an dernier, de visiter l'exposition sur Farah Labria. Donc ce cuisinier fou dont on a parlé tout à l'heure, qui a révolutionné la cuisine, il a vraiment révolutionné la cuisine. Alors vous savez qu'il avait un restaurant qui s'appelait El Bouli, ce restaurant-là a fermé, je crois, en 2011, le 21 novembre 2011, alors qu'il y avait 3 millions de gens sur la liste d'attente. Quand même, il y avait 3 millions de gens sur la liste d'attente pour espérer pouvoir manger El Bouli. Okay, donc il a fermé son restaurant. On pouvait dire pourquoi, etc. Quand vous visitez l'exposition, il y a un moment donné, ça s'appelle la tentative d'écriture du manifeste par Farah Labria. Et toute sa vie, à partir des années 90, il va essayer d'écrire le manifeste de alors pas la nouvelle cuisine, mais de la cuisine qu'il appelle expérimentale. Et il essaye. D'abord, il va sur la cuisine moléculaire, puis ça ne lui plaît pas. Donc ce manifeste-là, il le laisse tomber. Et puis dans les années 2000, ça commence à venir, avec 5 ou 6 chefs dans le monde qui se mettent ensemble pour écrire 21 règles de la cuisine, le respect de la tradition, etc. 21 règles de la cuisine. Le jour où il écrit la 21e règle de la cuisine, il a fini son manifeste, il ferme son restaurant pour faire autre chose. C'est quand même bon. C'est quand même très beau. C'est ça. Alors, évidemment, il y a deux solutions. Ou bien alors on a fini et on va faire autre chose, c'est-à-dire on va faire un restaurant international, etc., on va se déployer à l'international, ou bien on fait autre chose. Il veut maintenant travailler avec des chefs d'orchestre, il veut faire de l'émotion expérimentale, faire autre chose. Il a fini, c'est donc ça. Voilà, il a mis en place tout. Mais ça va se jouer ici. Le codebook, il atterrit ici. Mais vous avez encore des acteurs, parfois les mêmes, vous avez raison, qui vont dire, bon, on va voir s'il existe aussi un horizon de dépassement du codebook, et qui vont le remettre en question, le débattre, etc. Oui, dernière, c'est une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Au contraire, je pense que ce que vous illustrez, il me semble que ce que vous illustrez bien, et on en revient à cette histoire d'approche évolutionniste des idées, c'est que si on ne fixe pas un codebook, c'est là qu'on tue la créativité. Parce que, vous l'avez dit très bien, on rebondira à partir de là, mais également, la créativité restant un processus, dans ce processus se fixe une étape, c'est permettre qu'il continue à se développer et à évoluer.
encore une fois, si on laisse de côté non plus la variation cette fois-ci, mais la partie sélection, et le codebook est une modalité d'opérationnalisation comme on la retrouve dans l'opérationnalisation d'une hypothèse théorique, et on pourrait revenir à Karl Popper aussi et dire en quoi ça me semble refléter aussi cette manière d'envisager l'évolution des sciences, des cultures, des techniques. C'est une bonne manière de se dire, à partir de là, maintenant je sais que ça, je ne veux plus le faire et je fais autre chose. Donc on retrouve encore cette, pas cette dualité, mais il y a un petit peu de ça entre variation et sélection, mais qui vont le faire. Et le codebook est une très belle occasion de permettre de faire autre chose. Si on ne le fait pas, on ne fera jamais autre chose. Peut-être, on pourra peut-être continuer de discuter informellement. Peut-être pour conclure, on ne prétend pas avoir nécessairement les réponses à ces questions-là. Je pense que l'enjeu pour nous, c'est ça. C'est de dire aujourd'hui, dans ces processus, il faut ouvrir cette boîte noire des idées, il faut la creuser, il faut jouer avec, il faut jongler avec ces idées pour justement essayer de mieux comprendre quelles sont leurs origines, quels sont leurs potentiels, mais aussi comment on peut les actualiser pour en tirer à un moment des possibilités de changement, que ce soit de la valeur économique, du développement social, du développement humain, de la croissance collective ou de l'épanouissement de masse, dirait Edmund Phelps. Juste pour terminer, on tenait aussi à me dire un petit mot tout simple. Ça a été 3 jours intenses, très riches,